Diaspora FM, le journal. Diaspora FM 102.3, mercredi 16 juin 2021, 19h dans tous nos studios. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Les titres. Les résidences universitaires Kim Il-sung et Hassan II seront démolies. Décision prise en Conseil des ministres ce mercredi. Atelier d'appropriation de prévalidation du document de la politique du manuel scolaire ce mercredi 16 juin au ministère des enseignements secondaires. Nous en parlerons dans un instant. Et puis Laurent Gbagbo est attendu demain jeudi 16 juin en Côte d'Ivoire. L'ancien président fait son grand retour après 10 ans d'absence et 3 mois après avoir été définitivement quitté par la Cour pénale internationale. Voilà pour le sommaire de cette édition. Corneille Haïssé. On ouvre par le Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi 16 juin 2021 sous la présidence de Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs décisions ont été prises. On peut citer au rang des décisions ou des mesures normatives l'adoption des décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la présidence de la République, création à la présidence de la République d'un poste de haut commissariat à la sédentarisation de l'élevage, transmission à l'Assemblée nationale du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024, et nomination des membres de l'autorité centrale en matière d'adoption internationale à la République du Bénin. Au plan communication, réalisation de divers travaux complémentaires à l'aéroport international de Cotonou, démolition des résidences universitaires Kim Il-sung KISS et Hassan II sur le campus Thabo-Mekalavi, appréciation de la situation des prix des produits de la grande consommation sur le marché, et puis des mesures individuelles, nomination du chef de cabinet de la vice-présidente de la République. On poursuit dans cette édition. L'Assemblée nationale examine ce jeudi une proposition de loi portant obligation de souscription d'assurance pour tout utilisateur de véhicules terrestres à moteur en République du Bénin. Si cette loi venait à être votée et promulguée, la souscription d'assurance pour les engins à 2 roues, qui était déjà une réalité, deviendra obligatoire pour tout utilisateur. Beaucoup d'autres engins pourraient être pris en compte par cette loi dont les délais ne sont pas encore dévoilés. Cette proposition de loi permettra certainement à l'État béninois de se conformer au code de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, au code CIMA. Il faut rappeler qu'un décret avait été pris en 1965 en République du Dahomey sous la présidence de Sourou Migan Petit pour contraindre tout utilisateur de véhicules terrestres à moteur à la souscription d'assurance. Fermeture en février 2021 de l'embouchure. La bouche du roi n'est pas sans conséquence sur la population de certaines localités, comme Ouida et Grand Popo, touchées par l'inondation. Face à cette situation, ces populations sont invitées à la prudence. C'est pas un communiqué que le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, a invité donc les populations des communes de Ouida et Grand Popo et environ touchées par les inondations dues à la fermeture de l'embouchure, la bouche du roi, à la vigilance, à la prudence et au respect des règles d'hygiène et sanitaires afin d'éviter les risques que cette situation pourrait engendrer. Atelier d'appropriation et de prévalidation du document de la politique du manuel scolaire ce mercredi 16 juin au ministère des enseignements secondaires, présidé par le secrétaire général du ministère. Il est l'un des compartiments du projet soutien à l'enseignement secondaire. Suivant le compte rendu de la cérémonie de lancement des travaux avec Carlo François Ombreto. Depuis 2018, le ministère des enseignements techniques et de la formation professionnelle s'est engagé dans le processus d'élaboration d'une politique du manuel scolaire vu les nombreuses difficultés auxquelles le sous-secteur de l'enseignement secondaire est confronté. Cela se traduit par l'inexistence d'un cadre normatif de production des manuels scolaires et des matériels didactiques aussi bien chez les enseignants que chez les apprenants. D'où la justification de la tenue de cet atelier d'appropriation et de prévalidation des documents de la politique du manuel scolaire de l'enseignement secondaire, comme le précise ici le secrétaire général du ministère, André Adagnorsi.
Le document objet du présent atelier de prévalidation s'inscrit dans ce même registre. Il vise à combler les lacunes existantes dans sa philosophie, dans le mécanisme de production, d'édition, de distribution, d'utilisation et d'évaluation des manuels scolaires dans le sous-secteur. Cette politique ambitionne donc de garantir aux apprenants une formation de qualité en adéquation avec les besoins du développement du pays. James Agbo, coordonnateur du projet SENS, entendait projet soutien à l'enseignement secondaire, a rappelé le soutien dont le projet a bénéficié de la part de l'Agence française de développement AFD. Le ministère, à travers le projet SENS, qui est le projet soutien à l'enseignement secondaire, a bénéficié de la part de l'Agence française de développement un financement dont la composante 1 a pour objectif de renforcer le pilotage et la gestion du sous-cycle pour une expansion quantitativement et qualitativement soutenable du système. Ensuite, le secrétaire général du ministère a tenu à notifier également le non-processus qui a abouti à l'élaboration du document objet des présentes assises. Premièrement, il y a eu la mise en place du comité de rédaction de la politique du manuel scolaire par note de service. Deuxièmement, l'élaboration du draft de la politique de manuel scolaire par le comité mis en place. Troisièmement, l'assurance qualité du document par un expert recruté par le projet soutien à l'enseignement secondaire, projet SENS financé par l'Agence française de développement. C'est alors le moment de témoigner au nom du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle les remerciements de la nation à l'Agence française de développement, AFD, qui a appuyé le processus d'élaboration du présent document à travers le projet SENS. Au cours de cet atelier qui durera 24 heures, le document de la politique du manuel scolaire élaboré par une commission technique mise en place par le ministère sera approprié par l'ensemble des participants. Ensuite, il sera soumis à une prévalidation. Merci à vous, Cano François Oumoulenton. Reste d'ailleurs avec vous, ouverture de la 12e Assemblée Générale ordinaire du réseau des Africains, des institutions et fonds de formation professionnelle RAFPRO ce mercredi 16 juin à Cotonou, lancé officiellement par le décès du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Cette cérémonie a connu la présence des participants venus des pays membres du réseau. Suivons ici le compte rendu. À la faveur de la répression de la pandémie du coronavirus et de la reprise progressive des activités dans les institutions, le bureau exécutif du RAFPRO entendait Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle après une analyse de la situation sanitaire. Au cours de sa réunion de novembre 2020 à Niamey, a décidé de remobiliser les membres pour la relance des activités du réseau. Une tradition pour le RAFPRO de tenir une session dans l'un des pays membres pour faire le point de l'année écoulée et prendre des engagements pour le futur. Ayant pour thème central la validation des résultats de l'étude des effets de la crise sanitaire liée au COVID-19 sur les institutions et fonds de formation professionnelle et les pistes de relance de leurs activités, cette 12e Assemblée Générale se déroulera en 2 phases qui nous sont précisées ici par le président du réseau, Abdou Jeman Lawal. Les travaux de la 12e Assemblée Générale ordinaire se dérouleront en 2 phases, l'atelier thématique et l'Assemblée Générale. L'atelier de validation de l'étude sur les effets de la crise Covid sur les institutions et fonds et les pistes de relance de leur activité qui démarrera après la pause constitue la première étape de notre rencontre de Cotonou. À la reprise des travaux et conformément au programme, les membres du réseau tiendront leur assemblée générale au cours de laquelle ils examineront aux fins d'adoption les rapports de gestion 2019-2020 ainsi que les plans d'action et budget 2021. De même, ils passeront en revue les questions diverses pour finir avec le renouvellement du bureau exécutif, lequel conduira les activités du réseau au cours des 3 prochaines années. Le directeur de cabinet du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Ayouba Garba, a notifié que le gouvernement du président Patrice Talon était déjà
en avant-garde sur la mise en place des mesures innovantes en cette période de pandémie. Le gouvernement de son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon est également en avant-garde sur votre initiative et la mise en place de mesures innovantes. Il nous faut aujourd'hui faire preuve d'ingéniosité et de créativité pour rechercher les solutions et outils nécessaires en vue de s'adapter au contexte d'urgence sanitaire et d'amorcer les processus de digitalisation de nos administrations. Je souhaite vivement qu'au terme de cette Assemblée générale, une série de recommandations soit formulée à l'endroit des dirigeants des institutions et fonds de formation dans le sens d'une contribution du numérique et autres mesures à la réduction de l'impact négatif de la pandémie. Rappelons que le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAPRO a vu le jour le 26 septembre 2006 à Cotonou sous l'impulsion du FODEFK avec le soutien du Bureau international du travail. La plateforme des organisations de protection et de défense des intérêts des personnes du troisième âge du Bénin a initié une marche dénommée Marche du Cœur qui a eu lieu ce mardi 15 juin. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Carnot François au modérateur. Marche du Cœur ce mardi 15 juin 2021. Une initiative de la plateforme des organisations de protection et de la défense des intérêts des personnes du troisième âge du Bénin qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Protéger les personnes âgées pendant et après la pandémie, c'est le thème retenu par les Nations Unies pour cette édition. Un thème qui a inspiré un autre chez les membres de la plateforme initiateur de la marche. Pour nous, à la plateforme des personnes âgées, nous retenons comme thème « Payons nos dettes envers nos personnes âgées et préparons notre tour ». La présente célébration est aussi pour nous l'occasion d'être reconnaissante pour plusieurs défis déjà relevés par le gouvernement. Nous pouvons citer l'élaboration de la politique holistique de protection sociale, l'élaboration de la politique nationale pour le vieillissement actif en bonne santé, l'élaboration des directives de prise en charge psychosociale des personnes âgées au niveau communautaire et j'en passe. Présente à cette marche, Véronique Otoinfo-Demewanou, ministre des Affaires sociales, a souhaité que chaque famille s'occupe d'abord de ces personnes âgées et par la suite a promis le soutien du gouvernement concernant le bien-être social de ces dernières. Les personnes du troisième âge, moi j'aime bien les appeler les personnes du bel âge parce que pouvoir compter des années, c'est une chance. Tout le monde n'a pas la chance de vieillir. Mais ceci dit, c'est vrai aussi qu'avec l'âge, il y a des problèmes physiologiques qui s'installent sur le plan sanitaire. Il y a des déficiences et certaines parmi vous sont plus vulnérables que d'autres. Et c'est cette journée qui doit lever la voix, lever le ton pour s'insurger contre ces violences et appeler toutes les familles. Ce sont d'abord les familles qui sont le premier rempart, que les familles s'occupent de leurs personnes âgées. Le gouvernement également de son côté participera au renforcement du cadre juridique qui vous protège. Et à cet effet, un avant-projet de loi a déjà été élaboré portant accès des personnes âgées aux services sociaux de base. C'est au niveau du ministère de la Justice avant la transition à l'Assemblée nationale. Démarré à la place de l'Étoile Rouge, la marche a eu pour point de chute la Bourse du Travail. Elle a eu également comme particularité des pancartes de messages portés par les marcheurs pour dénoncer les violences dont les personnes âgées sont victimes. Autre élément dans cette édition, les chantiers ouverts durant la première session ordinaire 2021 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication nécessitent les efforts soutenus des uns et des autres pour des victoires plus éclatantes. Le président de la REC, Rémi Prosper Moriti, a profité de la cérémonie de clôture de la 10e session mardi au siège de l'institution à Cotonou pour rappeler ce besoin aux acteurs à divers niveaux, suivant la substance du rapport à la session présentée par le président de l'institution. Au cours de cette section,
Notre collaboration active et notre assiduité ont permis d'étudier 16 rapports et de prendre 13 décisions. Je vous en suis reconnaissant. Comment pourrais-je passer sous silence le sens élevé de responsabilité des professionnels des médias qui ont respecté les dispositions de toutes nos décisions, contribuant ainsi à une élection apaisée, au développement du pays et à l'unité nationale. Soyez-en remerciés, chers partenaires. Vous convenez avec moi, mesdames et messieurs, que tous ces chantiers ouverts exigent de notre part des efforts soutenus. Bien que ce qui a été fait soit important, de grands défis nous attendent encore. Pour ce faire, il nous revient de multiplier nos énergies pour enregistrer des victoires meilleures. L'aboutissement du processus d'autorisation des médias en ligne, la sélection et l'implantation des radios se présentent comme des priorités pour la HAC. Il est important que nous renouvelions notre engagement, que nous maintenions le cap et que la solidarité prime entre nous en toutes circonstances dans les tâches qui nous attendent pour le bonheur de toutes et de tous. Et autre activité à la RAC, toujours, l'institution a été assez respectueuse des tests s'agissant du renouvellement de la convention avec les promoteurs de radio. Conséquence, le processus a été plus fastidieux pour plusieurs promoteurs. Ces derniers ont saisi l'occasion de la signature du document ce mardi 15 juin en marge de la clôture de la première session ordinaire de la RAC pour appeler l'institution de régulation à l'aide. Après la cérémonie de signature, Tidjani Serpos, le représentant des promoteurs de radiodiffusion présent, a exprimé sa gratitude à l'endroit des responsables de l'institution et a plaidé pour qu'elle soit pour eux une avocate. Suivant. Nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui. Nous avons signé à nouveau la convention avec la HAC. C'est un moment très très important. C'est un moment de renouvellement. C'est un moment où nous irons encore plus loin. Notre souhait, c'est de faire en sorte que la HAC, au niveau financier, au niveau matériel, il faut que la HAC nous supporte un peu plus. Il faut que quand nous tournons notre regard vers l'arrière, nous puissions être sûrs que la HAC est notre avocate. Au nom de tous mes frères et sœurs promoteurs, je tiens à dire à M. Moretti, le président de la HAC, que nous serons toujours là. Si la HAC aussi a besoin de nous, nous serons là. Mais quand nous avons besoin de la HAC, il faut que la HAC nous aide aussi. La scène s'est déroulée dans la journée mardi 15 juin 2021. Selon les informations reçues, il s'agit de 3 enfants qui viennent de terminer la composition des examens du CEP embarqués à la destination du Nigeria. Parmi les suspects arrêtés figure le père d'un des enfants qui d'ailleurs a déclaré à la police avoir pris la décision d'envoyer son enfant travailler auprès de son oncle au Nigeria. Les présumés trafiquants sont placés sous mandat de dépôt. Les nouvelles africaines et internationales. Laurent Gbagbo, attendu demain jeudi 17 juin en Côte d'Ivoire, l'ancien président fait son grand retour après 10 ans d'absence et 3 mois après avoir été définitivement acquitté par la Cour pénale internationale. Après de longues discussions sur le format de son accueil, les choses se précisent, même si quelques questions demeurent. La peine de Vital Kamerhe, condamné pour corruption après avoir été le principal allié de l'actuel président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été réduite de 20 à 13 ans de prison par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe mardi 15 juin, a affirmé à l'AFP son avocat, Maître Jean-Marie Kabenga. Ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, 62 ans, avait été condamné à 20 ans de travaux forcés de la prison dans les faits. Il a tout juste 1 an avec 2 co-accusés dans un procès anticorruption sans précédent qui avait passionné les Congolais. Kamerhe a été reconnu coupable de détournement de fonds publics portant sur le montant de 48 831 millions de dollars avec son principal co-accusé, un entrepreneur libanais, Jamal Sami, 79 ans à l'époque. Et après 6 mois de rupture entre le Kenya et la Somalie, les relations diplomatiques reprennent après un échange de courriers au ton feutré
Tigray entre les deux ministres des Affaires étrangères samedi 12 juin. Mogadiscio avait signalé vouloir une réouverture des ambassades respectives. Une invitation acceptée le lundi 14 juin par Nairobi qui parle même d'une reprise dès que possible. Cela fait presque 2 ans et demi que les relations entre le Kenya et la Somalie connaissent une grave crise après la mise aux enchères par Mogadiscio de blocs pétroliers dans une zone maritime revendiquée par Nairobi. Le rapprochement semble désormais acté, pourtant les racines de la crise sont toujours là. Et puis la famine dans la région, en guerre du Tigré, est en voie de se propager à d'autres provinces éthiopiennes, averti mardi 15 juin le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires des Nations Unies lors d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité. Selon Mark Lowcock, la famine menacerait maintenant près de 2,5 millions d'Éthiopiens. Les alertes rejetées et dénoncées par l'ambassadeur d'Éthiopie à l'ONU, l'ambassadeur éthiopien donc à l'ONU, Taye Aske Selassie Amde, qui se plaint à la sortie de la réunion que le Conseil de sécurité débat de la situation au Tigré qui n'est pas à son agenda et qui relèverait selon Addis Abeba d'un sujet de politique intérieure. Avant tout, il refute aussi les chiffres de malnutrition avancés par les agences onusiennes. Et puis au terme d'un mandat de 9 ans, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda passe le témoin ce mercredi au Britannique Karim Khan. La magistrate gambienne avait été élue pour réconcilier l'Afrique avec la CPI. Au cours de son mandat, Fatou Bensouda s'est rarement rendue sur les sites de crimes, mais avant de tourner la page, la procureure s'est déplacée au Darfour. La magistrate gambienne est allée chercher au Soudan la coopération des autorités pour faire exécuter le mandat d'arrêt pour génocide émis il y a plus de 10 ans contre l'ex-président Omar al-Béchir. Du mandat de Fatou Bensouda, l'histoire retiendra sans doute l'échec de son bureau sur des dossiers ciblant les hauts responsables d'acquittement pour l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et le Congolais Jean-Pierre Bemba, et puis non-lieu pour le président kenyan Uhuru Kenyatta. Ce sont ces différentes affaires qui avaient suscité la défiance des États africains, soupçonnant la Cour d'être le bras judiciaire de politique occidentale sur le continent. On passe maintenant au sport. Tout le sport. On connaît désormais les 24 équipes qui disputeront la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun, ce 15 juin 2021. 10 semaines après la date prévue, la Sierra Leone a décroché le dernier billet pour la phase finale de la CAN 2021. Les Sierra Leonais se sont en effet imposés 1-0 face au Bénin à l'issue de l'ultime rencontre des qualifications, reportée 2 fois à cause de polémiques sur des tests PCR positifs. Suivant le compte rendu du match avec Karissi Seti. 1-0, c'est le score qui a permis aux Sierra Leonais d'éliminer le 11 national. Dominateur du match, dans le premier quart d'heure, le capitaine des écureuils, Khaled Adenon, commettra la lourde faute d'une main baladeuse dans la surface de réparation, permettant ainsi au Leon Star de la Sierra Leone d'inscrire le but de la rencontre à la 20e minute de jeu. À la mi-temps, déçus mais confiants, les supporters des écureuils espèrent que leur équipe marquera tout au moins un but pour se qualifier. Au match, sans vous mentir, pour la première mi-temps, la première partie, je suis déçu parce que, premièrement, j'ai confiance à mes Béninois, j'ai confiance en eux, mais pour le départ, je vois que ceux de la Sierra Leone, ils ont joué parfaitement. Maintenant, je prie pour que la deuxième partie, ça soit du meilleur, de la joie pour moi. Parce que actuellement, là où je suis maintenant, je suis pas du tout à l'aise, quoi. Je suis pas du tout à l'aise parce que la manière dont ils ont marqué le but là, ça m'est trop découragé, quoi. Bon, au fait, la première partie, ça m'a un peu touché. Mais je ne suis pas découragé parce que j'ai confiance aux jaunes et ceux qui vont égaliser le but là. À la deuxième mi-temps, les écureuils du Bénin ont dominé le match de fond en comble avec 65% de possession de balle sans être efficaces devant le but. Charbel Gomez, Jérôme Bonou, Désiré Azankpo, Amani Tidjani et Michael Poté, 5 changements effectués par le sélectionneur béninois pour essayer de marquer le but du match nul n'auront servi à rien. Le Bénin ne sera pas au Cameroun en 2022. C'est un sentiment de tristesse parce que depuis 2 ans, le Bénin nous a étonné, l'équipe nationale de football du Bénin nous a étonné par sa prestation lors de la dernière CAN. Pour nous, c'est que cette dynamique doit continuer. Nous voulons que le Bénin révèle de plus en plus dans le sport. Mais malheureusement, ce soir, ce n'est pas le cas. Comme vous l'aviez constaté tout à l'heure, nous avions perdu 1-0. Il nous manquait juste un but
pour pouvoir nous qualifier. Hey, ils ont bien joué. Ah, ils ont bien joué, on ne peut pas dire que les Béninois n'ont pas joué. Ils ont bien joué pour nous montrer qu'ils ont joué. Ils nous ont montré. Mais si, en tant qu'ancien joueur du requin de l'Atlantique, en tant qu'ancien joueur, si je vais dire le match là, ils ont vendu le match. À qui la faute de cette défaite? Est-ce au feuilleton de Freetown et Conakry, ou ce sont les écureuils qui n'ont pas su sauver l'honneur du Bénin? Il faudra situer tout de même les responsabilités. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Emmanuel Agbo-Diello à la mise en onde au micro Corneille Aïssé. Merci et bonne soirée chez vous.